Bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement. Nous partons là où la matière rêve, dans le silence très doux du matin, quand la lumière hésite entre le gris du ciel et le blanc de la pierre, naît l'idée. Une idée qui dort au cœur du bloc de marbre, un rêve qui sommeille dans la gangue du bronze brut. Et puis soudain, une main se tend. Elle se pose, légère, hésitante, et commence à cajoler la surface neutre. Elle insiste, creuse, cisèle, comme pour libérer un champ enfoui depuis toujours. Ainsi, dans ce dialogue secret entre le sculpteur et la matière, jaillit la forme. Paris, 12 novembre 1840. Sous un ciel froid, dans un modeste logement du quartier de l'Observatoire, naît François-Auguste René Rodin. Le berceau de l'enfant est frêle, la vie menacée. Une myopie précoce voilera ses regards, rendant le monde imprécis, flou et pourtant chargé d'une vérité intérieure. Dès l'enfance, il apprend à percevoir ce qui existe au-delà des contours précis, l'ombre, la tension, le souffle d'une forme sur le point de naître. Ses parents, Marie Schaeffer et Jean-Baptiste Rodin, sont artisans modestes. Son père, chapelier, voudrait voir son fils suivre un chemin sûr. Mais le jeune Auguste se passionne pour la sculpture, fasciné par un petit nu de plâtre qui trône dans les classes de l'école des arts décoratifs. À 15 ans, il y entre, absorbe les rudiments, taille le bois, le métal, le plâtre. 3 fois, en 1857, 1858 et 1859, il se présente au concours d'entrée de l'École des Beaux-Arts de Paris. 3 fois, le verdict tombe. Refusé. L'enfant, au regard embrouillé, ne sait pas encore que ce refus deviendra l'énergie même de sa quête artistique. Dans ses rares heures de liberté, on le voit au jardin de Luxembourg, déambuler, le buste droit, la main en visière pour scruter les statues classiques. Il caresse du regard le marbre de la Vénus de Milo, s'émerveille devant la grâce éternelle d'Apollon. Là, il promène l'âme, glane l'inspiration, se forge le désir ardent d'inventer sa propre langue de pierre. Sans diplôme, Rodin entre comme simple ouvrier dans l'atelier de l'ébéniste sculpteur Albert Ernest Carrier-Belleuse. Pendant près de 6 ans, il taille moulures et corniches, sculpte des chimères, des guirlandes, souvent dans l'espace d'ombre anonyme qui entoure le travail d'atelier. La main se forme, s'endurcit, mais le cœur du sculpteur réclame plus. En 1875, un premier voyage en Italie change tout. À Florence, devant le Moïse de Michel-Ange, Rodin reste figé. On raconte qu'il tourna les talons et murmura « Je suis né aujourd'hui ». Devant la Pietà, il pleure. Devant les Ignudi, il frissonne. Il comprend que la sculpture peut être cri, supplication, confession. Désormais, il travaille dans son propre atelier, rue de l'Université. Il modèle sans discontinuer, déploie une énergie folle. Ses mains triturent l'argile, le plâtre, la cire. Michel-Ange est là, omniprésent. Mais il faut apprendre à se délier de l'ombre du maître. En 1877, Rodin présente à l'exposition des Amis des Arts une œuvre qui choque, l'âge des reins. Un homme nu, debout, vivant, souffrant presque. La musculature est trop précise, la peau trop vraie. L'Académie hurle, Rodin a triché. Il a moulé sur son modèle. Auguste n'est un jeune soldat, trop réaliste pour être sculpté à la main. Rodin refuse le compromis. Il défend son œuvre avec passion. C'est un travail de mémoire, un modelage inspiré par la présence du modèle, non un moulage direct. Le bronze ne démentira jamais la main invincible de l'artiste. On rapporte que, dans son atelier, Rodin fixait net des heures durant, étudiant le moindre pli de la peau, la manière dont la lumière glissait sur les muscles. Il aurait même invité le jeune homme à dormir dans son atelier,
afin de saisir l'essence même de sa chair. Ainsi naît une révolution. L'art ne doit pas s'arrêter aux limites de l'idéal académique, mais s'approcher sans peur de la vérité humaine, dans toutes ses aspérités. En 1880, l'État français commande à Rodin un portail pour un futur musée des arts décoratifs. Inspiré par la divine comédie de Dante, il conçoit un monument colossal, la porte de l'enfer. Mais le projet traîne, se transforme, devient une obsession. Pendant près de 40 ans, Rodin travaille à cette porte sans l'avoir jamais achevée. Des centaines de figures en émergent, le poète, penché, mélancolique, Hugolin, spectre affamé, le baiser, figure enlacée, suspendue dans la grâce et la douleur. Les trois ombres surgissent comme une menace silencieuse. Chaque nuit, Rodin se réfugie dans son atelier. Éclairé à la lueur vacillante de chandelles, il murmure les vers de Dante, modèle, taille, retire, recommence. On dit qu'il atteignait un état de transe dans lequel la forme se précisait presque seule, comme dictée par une force autre que lui. En 1882, Camille Claudel entre dans l'atelier de Rodin. Elle a 19 ans, le regard ardent, l'âme fébrile. Entre eux, c'est l'embrasement. Passion amoureuse, passion artistique. Ils travaillent côte à côte, s'inspirent l'un l'autre. Rodin voit en Camille non seulement une élève, mais une égale, une confidente, une amante. Camille sculpte l'abandon, la valse, des figures qui vibrent d'une sensualité inouïe. Dans certaines études, on croisait leurs deux corps effleurés, enlacés, transcrits dans le marbre. Mais cette passion porte ses fêlures. La société, toujours prompte à juger, murmure autour d'eux. Camille espère une reconnaissance propre, se sent prisonnière de l'ombre immense du maître. Leur liaison orageuse se mue en tragédie. Camille sombre peu à peu jusqu'à l'internement. Rodin, quant à lui, poursuit son œuvre, mais le regret le hante. On dit qu'il pleura à la réception de l'œuvre capitale de Camille, La Vague, offerte à l'État. Parmi des centaines de figures nées de la porte, l'une d'elles prend un destin propre, le penseur. Un homme, accroupi, la tête posée sur le poing, un instant suspendu dans l'acte même de la pensée. D'abord baptisé le poète, il devient symbole universel de la méditation. Lancée en grand format en 1902, cette sculpture parcourt le monde, devient icône. Les universités, les cités, les parcs l'accueillent, l'homme pensif, colossal, interroge l'éternel. Dans le même temps, les bourgeois de Calais commandent publique pour commémorer le siège de la ville en 1346. Révèle un autre visage de Rodin. Loin du geste héroïque et triomphal, il choisit l'humilité. 6 bourgeois, dépouillés de leur insigne. Chacun porte la corde, la clé de la ville. Ils avancent non comme des héros, mais comme des hommes conscients de devoir offrir leur vie. Balzac, enfin, commande de l'Association des écrivains français pour rendre hommage à l'auteur du grand roman. Rodin y travaille de 1891 à 1898. Il choisit de n'extraire de Balzac qu'un buste et un manteau énigmatique, presque monolithique. Le public s'insurge. Où est la ressemblance? On raconte que Zola, ami de Rodin, déclara « C'est un ours !» À quoi Rodin rétorqua « Mais Balzac était un ours !» En tournant du siècle, la gloire arrive. Rodin reçoit ordre, commande, honneur. Il achète et transforme à Meudon la villa des Brillants, havre consacré à son art. Là, il accumule marbre, plâtre, esquisse. Malgré l'âge et la douleur, il continue à travailler la terre cuite, la cire. Sa main tremble parfois, mais le geste conserve la même intensité. Un assistant rapporte qu'il murmurait « La matière me parle encore, et je dois lui répondre ». Ses expositions à Londres, Berlin, New York attisent l'admiration. Il devient l'homme le plus célèbre du monde de la sculpture. Les critiques, jadis hargneux, saluent la puissance expressive de ses œuvres.
Le 17 novembre 1917, Rodin s'éteint à Meudon. Quelques mois plus tôt, Camille Claudel, internée depuis 1913, a vu s'éteindre son amour et son maître. Rodin n'aura pas vécu pour la sauver. Son atelier, conservé intact, devient musée dès 1919. Plus de 6000 œuvres y reposent. Esquisses, moulages, plâtre, marbre, bronze. Dans chaque recoin, la tension entre le fini et l'inachevé, la vie et l'immobile. Son influence est immense. Bourdelle, Giacometti, Brancusi, tous se réclament de son héritage. Son art réside dans la fissure, la faille, cette place où l'émotion se glisse, où le spectateur devient témoin. Aujourd'hui, quand on pose la main sur un bronze de Rodin, on sent le frisson de la main qui a façonné le monde. La pierre, le marbre, le cuivre, le bronze s'animent sous nos doigts, et l'on comprend que l'art ne consiste pas à figer le beau, mais à faire parler l'invisible. Chaque œuvre de Rodin est une invitation. Regarde au cœur de la matière. Écoute le murmure de la forme avant qu'elle n'apparaisse. Dans le grand silence, la sculpture devient poésie et peut-être, quelque part, une nouvelle âme sommeille, attendant qu'un autre sculpteur, demain, vienne la réveiller. Un autre podcast va sortir où vous entendrez le testament de Rodin, celui qu'il a fait pour les artistes, pour les jeunes. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.